Ce chapitre s'intéresse aux fluides. Par fluide, on entend tout corps qui n'a pas de forme propre, donc par exemple les liquides ou les gaz. On va s'intéresser à deux situations. La situation statique, c'est-à-dire que le fluide ne bouge pas, dans ce cas-là on va s'intéresser à la pression, et le moment où le fluide bouge, et là on va s'intéresser aux différentes notions de débit. Alors, avant de commencer, on va définir ce qu'est la pression. Un très bon moyen de représenter la pression, c'est d'imaginer ces deux chaussures. Tant qu'à se faire marcher sur le pied par l'une de ces chaussures, je pense que vous allez choisir celle de droite. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la surface de contact entre la chaussure et votre pied est beaucoup plus faible dans le cas de la chaussure à talons que dans le cas de la chaussure plate. Qu'est-ce qui change ici? Puisque le poids de la personne est le même, c'est-à-dire la force exercée par la personne sur votre pied est le même, la seule chose qui change, c'est la surface de contact. Et ce qui va donc changer, c'est la pression. Et cette pression, c'est ce que l'on va ressentir et on va avoir beaucoup plus mal avec une chaussure à pointe fine qu'une chaussure à semelle épaisse. De ce fait-là, on comprend bien que la pression est liée à la surface. Plus la surface va être grande, plus la pression sera faible. Et inversement, plus la surface sera petite, plus la pression sera grande. C'est pour ça que quand vous allez au ski, vous allez mettre des skis ou des raquettes, des choses qui vont augmenter votre surface de contact avec le sol, ce qui va éviter que vous vous enfonciez dans la neige. Donc cela va diminuer le pouvoir de perforation de l'objet. Dans le cas des gaz, ce sont les chocs des molécules sur les parois, comme on peut le voir ici en rouge, qui apportent cette pression. Donc plus il y a de chocs, plus la pression est élevée. Donc forcément, plus vous augmentez le nombre de molécules, et bien plus il y aura des chocs, et donc plus la pression sera élevée. De même, si on augmente la température, on augmente l'agitation, donc la pression augmente, etc. Et si on diminue le volume, il y a de plus en plus de chocs, donc la pression augmente aussi. Et pour les liquides, cela correspond au poids de l'eau qui se trouve au-dessus du point, par exemple P1 ici. Donc vous voyez, il y a pas mal d'eau au-dessus, donc ça augmente la pression qu'il y a en bas. Ceci dit, il faut bien comprendre que dans le cas des liquides, c'est la différence d'altitude entre deux points qui définit l'augmentation de pression. Donc dans ces deux tubes, par exemple, celui-ci et celui-ci, et ils ont la même pression en bas, au point P3 et au point P2, parce qu'il y a une différence d'altitude entre le point le plus haut et le point le plus bas de 15 mètres. Donc même si ce tube-là est plus long, mais il est incliné, la différence d'altitude est aussi de 15 mètres. Donc la pression en P2 est égale à la pression en P3, qui est égale à la pression en P1. C'est la même que si vous aviez un grand réservoir, un puits, de 15 mètres de profondeur. On retiendra donc que la pression est une force par unité de surface, donc une force divisée par une surface. La pression étant en pascal, c'est l'unité internationale pour la pression, la force en newton et la surface en mètres carrés. Attention de ne pas se tromper sur la surface, ça doit toujours être en mètres carrés. Il existe d'autres unités que l'on peut trouver aussi pour la pression, qui sont plus courantes. Par exemple, le bar, que l'on va trouver sur les voitures, sur les vélos, etc. lorsqu'on gonfle. L'hectopascal, que l'on va utiliser dans la météo, par exemple. Comme on peut le voir ici, un hectopascal, c'est 100 pascal. Donc quand on vous dit qu'il va faire une pression de 1020 hectopascal, ce qui va faire un temps plutôt ensoleillé, eh bien on parle ici en hectopascal, donc il fait en fait 102 000 pascal. Et enfin, il existe le PSI, qui est une unité américaine, ou le millimètre de mercure, qui sont beaucoup moins utilisés que le bar, l'hectopascal ou le pascal. Il est important de connaître quelques termes lorsqu'on s'intéresse à la pression. Tout d'abord, la pression atmosphérique, c'est la pression exercée par l'air. Au niveau de la mer, par exemple, elle est de 1013 hectopascal. C'est la référence, dira-t-on, de la pression atmosphérique. On appelle ça une atmosphère, qu'on note parfois ATM. On la note P atmosphérique pour dire que c'est la pression atmosphérique. Ensuite, on va trouver la pression absolue. Alors là, c'est la pression mesurée par rapport au vide. Donc ce n'est pas quelque chose que l'on mesure facilement parce que généralement on va toujours mesurer par rapport à la pression atmosphérique. C'est ce que font la plupart des appareils. Mais on peut mesurer une pression par rapport au vide. Dans ce cas-là, c'est la pression absolue, c'est la pression réelle. Ensuite, on va trouver la pression relative, que l'on peut voir ici, qui elle justement est la différence entre la pression absolue et la pression atmosphérique. Si par exemple vous mesurez la pression à l'intérieur de votre pneu, vous allez mesurer la pression relative. Et si cette pression relative mesurée est de 2 bars par exemple, si vous voulez connaître la pression absolue à l'intérieur du pneu, il va falloir rajouter à cette pression relative, on fait passer P atmosphère de l'autre côté, ça devient P absolu égale P réel plus P atmosphère. Donc on va avoir 2 bars mesurés, plus 1 bar qui est la pression atmosphérique. Donc à l'intérieur du pneu, il y a en fait 3 bars de pression. Donc la pression absolue à l'intérieur de votre pneu, c'est 3 bars. Et enfin, il existe la pression différentielle qui consiste juste à faire la différence entre deux pressions absolues. Afin de mesurer une pression, on a plusieurs outils, plusieurs instruments, selon ce que l'on cherche à mesurer. Si on cherche à mesurer la pression atmosphérique, eh bien on va utiliser ce qu'on appelle un baromètre.
comme vous avez souvent vu, qui nous permet d'avoir une idée du temps qu'il va faire. La pression absolue et relative se mesure avec ce qu'on appelle un manomètre. Selon le type de manomètre, on va avoir mesuré une pression absolue ou pression relative. Et enfin, vous avez ce genre de capteur ici qui permet de mesurer une pression différentielle. Donc c'est pour ça que vous avez deux entrées, de manière à ce qu'on puisse mesurer la différence entre deux points. Passons maintenant au principe fondamental de l'hydrostatique. Donc là, il s'agit de l'hydro, c'est-à-dire de l'eau. En fait, ça va marcher pour tous les fluides liquides. Donc on s'intéresse à des liquides qui sont à l'état statique, c'est-à-dire qui ne bougent pas. Et dans ce principe fondamental de l'hydrostatique, on va pouvoir mesurer une différence de pression entre deux points. Donc deux points quelconques, par exemple ces points A et B ici sur le schéma, on peut mesurer la différence de pression entre ces deux-là par le calcul grâce au principe fondamental de l'hydrostatique. La seule chose qu'on a besoin de savoir, c'est la hauteur qui existe entre le point A et le point B. Non pas la distance, comme ce serait le cas ici, mais la hauteur entre ces deux points. Et une fois qu'on a cette hauteur, on peut facilement calculer la différence de pression entre les deux en utilisant la masse volumique du liquide. Donc si c'est de l'eau, 1000 kg par mètre cube par exemple. Si c'est un autre flux liquide, et bien à ce moment-là, on utilise la masse volumique correspondante. G qui est l'intensité de pesanteur, donc qui vaut toujours 9,81 sur Terre. Et la hauteur en mètres qui représente la différence entre le point A et le point B. Ceci permet donc de mesurer la différence de pression entre deux points. Attention, on ne mesure pas la pression en B, on ne mesure pas la pression en A, on mesure juste l'écart de pression entre les deux. Donc pour trouver une pression, par exemple la pression en B, eh bien il faut connaître avant la pression en A, de manière à ce qu'on puisse rajouter à la pression A la différence de pression qui est mesurée grâce au principe fondamental de l'hydrostatique. Ce que l'on va souvent faire, c'est qu'on va choisir le point A à la surface du liquide. D'accord? Par exemple, par ici. Parce que à cet endroit-là, le liquide étant en contact avec l'air, on est à la pression atmosphérique. Et de ce fait-là, on connaît automatiquement la pression du point A. Donc si on mesure la différence entre le point A à la surface du liquide et un point B à une profondeur qui nous intéresse, en utilisant le principe fondamental de l'hydrostatique, eh bien on va trouver ici la différence entre la pression en B et la pression en A, qui est la pression atmosphérique. Donc il suffira de rajouter la pression atmosphérique à la valeur que l'on trouve en faisant ce calcul, ρ fois G fois H, et de manière à trouver la pression en B. Grâce à ça, on va pouvoir trouver la pression dans un liquide, dans un réservoir, à n'importe quelle profondeur. Donc c'est un principe fondamental qui va être très pratique pour connaître la pression à différentes profondeurs. Et donc en utilisant ce principe, on peut comprendre facilement que quelle que soit la forme qui contient le liquide, la pression sera la même à une profondeur donnée. Donc ici, vous voyez, vous avez différents tubes de tailles différentes, de formes différentes. Eh bien, la pression a une même profondeur et la même partout, puisque cela ne dépend que de la hauteur par rapport à la différence avec la pression atmosphérique qui est ici sur la même ligne. Donc de ce fait-là, on va avoir une pression qui est la même à n'importe quelle profondeur. Ce principe-là s'adapte aussi sur le principe des habitations, c'est le principe des châteaux d'eau. Vous avez un certain dénivelé entre le château d'eau et la maison. Et de ce fait-là, eh bien, vous avez une différence de pression qui fait que l'eau va pouvoir circuler entre le château d'eau et la maison. Ceci nous amène alors au théorème de Pascal. Alors, pour comprendre le théorème de Pascal, il faut bien comprendre que dans un liquide, lorsqu'on exerce une pression à une extrémité d'un liquide, cette pression se retransmet à l'autre côté du liquide. Donc par exemple ici sur le schéma de la presse, si vous exercez une pression ici, par exemple ici vers le bas, cette pression est entièrement retransmise de l'autre côté. D'accord? Automatiquement. Donc ça c'est le principe des liquides. Donc de ce fait-là, puisque la pression exercée ici est la même que la pression exercée là, on va pouvoir utiliser ça en jouant sur la surface, donc en jouant sur ce fameux rapport entre pression, force et surface. On va pouvoir jouer sur la surface pour augmenter la force que l'on exerce à un autre endroit. Donc par exemple dans le cas d'une presse ici, on va exercer une pression P1. Cette pression P1, on peut dire que c'est F1 divisé par S1, c'est-à-dire la force que l'on exerce ici sur le piston pour exercer la pression sur le fluide. Ceci se fait à travers un objet qui a une surface S1 de contact. Donc la pression P1 c'est F1 sur S1. Cette pression est retransmise de l'autre côté, on va l'appeler P2, et cette pression-là, de la même façon, est égale à la force F2 exercée sur la presse,
divisé par la surface S2. Mais vous voyez qu'ici, on a pris une surface S2 qui est nettement plus grande que la surface S1. Pourquoi est-ce le cas? Eh bien, tout simplement, puisque P1 est égal à P2, d'après le principe des fluides, des liquides qui retransmettent intégralement la pression en tout point, et bien de ce fait-là, on a F1 sur S1 qui est égal à F2 sur S2. Donc la force exercée par la presse ici, au niveau de S2, est égale à la force exercée par F1 multipliée par un rapport qui est le rapport des deux surfaces. Donc plus la surface S2 est grande devant la surface S1, plus la force que l'on exerce au niveau de la presse est importante par rapport à la force que l'on exerce ici. Donc ça va permettre, en exerçant une petite force d'un côté, d'exercer une grosse force de l'autre côté. Donc ça peut être utilisé pour les presses, notamment pour presser le papier, etc., toutes sortes de choses de ce style-là, ou aussi dans le cas des voitures pour les soulever par exemple, en exerçant une petite force de ce côté-là, et en ayant une très grande surface de l'autre côté, eh bien on va pouvoir exercer une grande force qui va permettre de soulever la voiture sans exercer une force importante de l'autre côté.